Amis, chers abonnés et chers abonnés de Monde Multipolaire, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Ce que vous allez regarder dans les prochaines minutes, c'est l'une des séquences géopolitiques les plus importantes de l'année 2026. Et avant même de lancer cette vidéo traduite, je vais vous donner les clés de lecture indispensables pour comprendre ce qui se passe réellement au Moyen-Orient en ce moment. Alors permettez-moi d'être direct avec vous. Derrière ce que les médias occidentaux présentent comme une crise du détroit d'Ormuz, se cache en réalité une recomposition profonde de l'ordre mondial. Et pour bien saisir ça, il faut remonter dans l'histoire parce que les événements actuels ne tombent pas du ciel. Ils sont le fruit d'une longue séquence de décisions géopolitiques américaines aux conséquences catastrophiques. Revenons en 1953. Lorsque les États-Unis ont organisé, via la CIA et le MI6 britannique, le coup d'État contre le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh, démocratiquement élu, ils ont déclenché une chaîne de réactions dont nous payons encore le prix aujourd'hui. Mossadegh avait eu l'audace de nationaliser le pétrole iranien, alors aux mains de la British Petroleum. Résultat, on l'a renversé et on a installé le Shah, un autocrate soutenu par Washington pendant 26 ans. C'est là que commence la défiance iranienne envers l'Occident. Pas en 1979 avec la révolution islamique, non, elle commence en 1953. Revenons ensuite en 2003. Lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, sous le prétexte des fameuses armes de destruction massive qui n'ont jamais été trouvées, ils ont déclenché une nouvelle chaîne de réaction qui a profondément déstabilisé toute la région. Des centaines de milliers de civils irakiens ont péri. Un État souverain a été détruit et un vide sécuritaire béant a permis l'émergence de Daesh. Mais surtout, cette intervention a renforcé l'influence iranienne dans la région de manière exponentielle. Vous cherchiez à affaiblir Téhéran, vous l'avez au final considérablement renforcé. Les stratèges appellent ça l'effet boomerang de la politique étrangère américaine. Puis, rappelez-vous de 2015. L'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, est signé après des années de négociations intenses. L'Iran accepte de limiter son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions. Une victoire diplomatique majeure. Mais en 2018, Trump retire unilatéralement les États-Unis de cet accord, en violation flagrante du droit international, et contre l'avis de tous ses alliés européens. L'Iran, qui avait respecté ses engagements selon l'AIEA elle-même, perd toute confiance dans la parole américaine. Et qui peut l'en blâmer? Parlons justement de Fujairah, parce que c'est au cœur de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Fujairah est un port situé sur le golfe d'Oman, en dehors du détroit d'Ormuz. Les Émirats arabes unis l'avaient développé précisément pour contourner le détroit en cas de fermeture iranienne. Pensez-y une seconde. L'Iran vient de frapper ce terminal parce qu'il représentait le plan B des pays du Golfe. Ce n'est pas un hasard. C'est une démonstration de force calculée, chirurgicale, qui envoie un message cristallin. Il n'existe aucune alternative à la négociation avec Téhéran. Et la Russie dans tout ça, Moscou observe cette situation avec une attention toute particulière. La Russie, qui a elle-même subi des décennies de pression occidentale, des tentatives d'encerclement via l'OTAN et des sanctions économiques depuis 2014, voit dans la résistance iranienne une validation de sa propre stratégie de souveraineté. C'est d'ailleurs pour ça que la coopération russo-iranienne s'est considérablement approfondie ces dernières années. Deux puissances qui refusent de se soumettre aux diktats unilatéraux de Washington, deux puissances qui construisent ensemble les fondations d'un ordre mondial multipolaire, et cette hausse des prix du pétrole consécutive à la fermeture du détroit bénéficie directement à l'économie russe. Les convergences d'intérêts sont là, concrètes et factuelles. La vidéo que vous allez regarder provient d'un analyste américain qui tente honnêtement de décrypter la situation. Il ne partage pas nécessairement notre lecture, mais il fournit des informations précieuses. Écoutez-le avec vos propres filtres. Et restez surtout jusqu'à la fin, parce que la réaction finale va être extrêmement dense. On va décortiquer chaque argument,
identifier les manipulations des médias dominants et vous apporter les derniers développements des 48 dernières heures. Parce que c'est ça, monde multipolaire, on n'analyse pas, on contextualise et on comprend. C'est parti. Nous avons des informations de dernière minute en provenance du Moyen-Orient en ce moment même. La situation reste encore floue, encore incertaine, mais des rapports émergent littéralement dans les dernières minutes, selon lesquels les Émirats arabes unis auraient été attaqués à nouveau par l'Iran. Vous avez ici UC Al-Azhar qui rapporte que les Émirats signalent des frappes de missiles et de drones en provenance de l'Iran. Certains médias, comme War Monitor sur X, suivent ces lancements depuis leur point de départ et indiquent qu'il y aurait eu apparemment plusieurs vagues. Mario rapporte que certains des missiles ont atteint leur cible, la majorité ayant été soi-disant interceptés. Et voici ce qui vient de tomber il y a quelques minutes à peine. Fujairah n'est pas une cible au hasard. Ce qui a été frappé, c'est le principal terminal d'exportation pétrolière des Émirats arabes unis, situé sur le golfe d'Oman. C'est le seul grand port émirati qui contourne entièrement le détroit d'Ormuz. Il achemine des millions de barils de pétrole que le monde entier s'était réorienté spécifiquement pour éviter le détroit désormais fermé. L'Iran vient de frapper la route de contournement. Nous verrons donc quel impact cela aura sur le prix mondial du pétrole. Laissez-moi vous montrer rapidement autre chose, parce que c'est assez important de situer géographiquement la cible. Je vais vous afficher ça si j'y arrive. Gary va continuer à surveiller les titres. Et si nous avons de nouveaux détails au-delà de ce que nous avons déjà, nous les relayerons. Mais voilà la cible frappée. Voici le détroit d'Ormuz. Ce passage ici, c'est le détroit. Fujairah se trouve sur cette côte plus bas et une grande quantité de pétrole transitait par cette route puisque le détroit est bloqué vers le haut. Ainsi, seuls les navires empruntant ce couloir approuvé par la partie iranienne pouvaient sortir. Mais les Émirats parvenaient à exporter une quantité significative de pétrole depuis les ports situés de ce côté-ci. Eh bien, si l'Iran frappe là, et d'ailleurs, laissez-moi vous montrer, voici une carte publiée il y a quelques jours par la partie iranienne. C'est leur nouveau blocus officiel, je crois qu'il a été publié ce matin même. Ces deux lignes jaunes indiquent ce qui est bloqué. Et si vous regardez attentivement, vous voyez une ligne bleue au-dessus du mot détroit d'Ormuz. Ce sont certains des couloirs que la partie iranienne autorise, ce qui signifie qu'il faut emprunter uniquement les zones qu'ils ont dégagées et approuvées. Tout le reste a assurément été miné et personne ne va s'y aventurer. Mais vous voyez la ligne jaune sur la droite qui traverse le golfe d'Oman et elle inclut Fujairah. Vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir dans le coin inférieur droit, partiellement masqué par la ligne elle-même. Mais la ligne inclut spécifiquement Fujairah et voilà qu'il semble avoir précisément visé cette cible. C'est quelque part dans cette zone. Je ne sais pas pourquoi mes marqueurs n'apparaissent pas en ce moment. Mais en tout cas, cela représente un événement potentiellement très significatif. Nous allons continuer à suivre ça tout au long de la journée. Et vous voyez maintenant d'autres rapports qui arrivent. Reuters signale qu'un incendie s'est déclaré dans un complexe pétrolier. Ce pourrait être vraiment très important parce que le volume total de pétrole qui transitait par le détroit d'Ormuz était d'environ 20 millions de barils par jour. Mais il y avait une perte nette d'environ 12 millions de barils par jour, en raison de l'Arabie saoudite qui transitait par certains ports de la mer Rouge sur sa côte ouest et des Émirats qui exportaient via Fujairah dans le golfe d'Oman, contournant entièrement le détroit. Si l'Iran a maintenant frappé ce terminal, cela va aggraver considérablement la pénurie de pétrole sur le marché mondial. Et bien entendu, tout reste à confirmer. L'une des premières choses que nous allons surveiller, et Gary, si vous voyez quoi que ce soit concernant une réponse américaine, que ce soit une déclaration officielle ou autre, intervenez à tout moment.
parce que c'est là que réside la vraie question. Est-ce que cela va déclencher un retour à la phase chaude de la guerre? Est-ce que les États-Unis vont répondre? Est-ce qu'ils vont utiliser ça comme prétexte en disant « Vous avez violé le cessez-le-feu, on reprend les combats » et, comme je vous l'ai dit, et comme me l'ont confié certaines de mes sources dans la région, tout est prêt depuis plus d'une semaine. Ils sont en stand-by. Donc très rapidement, on pourrait revenir au lancement de frappes parce que les cibles sont sans aucun doute déjà planifiées et dès que l'ordre sera donné, ils pourront les exécuter très rapidement. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Mais si tous ces rapports se confirment, ce lundi pourrait être une journée extrêmement explosive. Regardons néanmoins d'où on part en ce début de journée. Parce que le président Trump a publié ce week-end un message sur Truth Social dans lequel il affirmait que des pays du monde entier, pratiquement tous, d'ailleurs, aucun n'est impliqué dans le conflit du Moyen-Orient, auraient demandé aux États-Unis de les aider à libérer leurs navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. À propos, il y aurait environ 2000 navires bloqués dans le détroit d'Ormuz, 2000 navires qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Ce sont de simples observateurs, neutres et innocents. Pour le bien de l'Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis, il écrit que nous avons dit à ces pays que nous guiderions leurs navires. Cette formulation est très importante, en toute sécurité, hors de ces eaux restreintes, afin qu'ils puissent librement et efficacement reprendre leurs activités. C'était un message assez long. Il a conclu en baptisant cette opération Project Freedom. Beaucoup de gens se demandaient au départ ce que ça voulait dire. Que signifie guider les navires? Est-ce qu'on leur indique simplement où aller ou est-ce que c'est 2 navires de guerre qui vont les escorter? Ça pouvait vouloir dire beaucoup de choses. Eh bien, au cours du week-end, nous avons appris que non, le CENTCOM puis plus tard, la Maison-Blanche a précisé que nous allons simplement leur indiquer où ils peuvent passer. Nous n'allons pas physiquement escorter quoi que ce soit. Et c'est intéressant. Pourquoi le président Trump ferait-il ça? Quel en est l'intérêt? Parce qu'en surface, vous imaginez un navire en train de se dire « Ah oui, bien sûr, les États-Unis ont dit qu'on pouvait passer par là », même si la partie iranienne a toujours le détroit fermé et dit que seuls les navires transitant par ces couloirs approuvés et avec son autorisation peuvent passer. Juste parce que les États-Unis disent vous pouvez passer par là, vous pensez que vous allez y arriver, ça semblait un peu étrange. Eh bien, laissez-moi vous montrer ça. Voici un aperçu du trafic dans le détroit depuis le lancement de ce Project Freedom. Et vous voyez que le trafic maritime reste un filet. En ce jour, la grande majorité des navires qui transitent utilisent le schéma de séparation du trafic iranien et non le couloir du Project Freedom. Ce qu'on observe jusqu'ici, c'est que le trafic suit une logique évidente. Pourquoi risqueriez-vous votre navire sur la seule base d'un message Truth Social de Trump? De toute évidence, sans l'accord de la partie iranienne, personne ne va forcer le passage. Les entreprises préfèrent attendre plutôt que de risquer de se faire détruire à la sortie du Golfe. Ce matin sur Axios, nous obtenons un peu plus d'informations sur les raisons qui ont poussé Trump à agir ainsi et quel était le plan initial. Selon Axios et ses Barak Ravid qui rapportent, Trump veut de l'action. La frustration de Trump concernant l'impasse iranienne a déclenché le pari d'Ormuz. Selon Ravid, le président Trump était excédé par la situation. Ni accord, ni guerre. Juste une impasse avec l'Iran. L'opération qu'il a ordonnée pour changer cette dynamique pourrait finalement mener à une nouvelle guerre. On se demande si on n'est pas en train d'y arriver aujourd'hui. De toute façon, le président veut de l'action. Il ne veut pas rester immobile. Il veut de la pression. Il veut un accord. Un haut fonctionnaire américain a déclaré à Axios « Trump s'est vu présenter le plan jeudi soir dernier pour envoyer des navires de guerre traverser le détroit d'Ormuz et l'ouvrir de force. À la dernière minute, il a opté pour une approche plus prudente, du moins dans un premier temps. La source proche du président a décrit cela comme le début d'un processus qui pourrait mener à une confrontation avec les Iraniens.
Maintenant, si j'analyse ça du point de vue de ce qu'il a publié et de ce qu'il faisait avec cette annonce, ça n'avait pas de sens, parce que personne ne va rien faire. Ça ne va rien changer, à moins que l'intention soit d'amener la situation ailleurs. Il poursuit: la mission humanitaire pour libérer les navires bloqués dans le détroit signifie que si les Iraniens font quelque chose, ce sont eux les méchants, et nous aurons alors la légitimité pour agir. C'est ce qu'affirment les sources. Et je veux m'attarder sur deux choses là-dedans. Premièrement, la question de la dernière minute. L'article ne le dit pas, mais d'après ce que nous savons d'autres sources, les dirigeants militaires dans la région sont soi-disant unanimes pour dire au président Trump de ne pas reprendre l'option militaire. Parce que oui, on peut détruire tout ce qu'on vise, mais on ne peut pas résoudre le problème militairement. On ne peut pas forcer la réouverture du détroit. On n'a tout simplement pas les ressources pour ça. On imagine donc que si Trump voulait faire ça depuis jeudi dernier, assez de voix militaires, remontant depuis le terrain, lui ont dit non et lui ont suggéré, pour l'instant, faisons juste cette déclaration. N'envoyez pas vraiment de navires, ce qui aurait été la pire chose à faire, parce que vous les envoyez littéralement dans une zone de tir. Maintenant, autre chose intéressante, ce matin, plusieurs récits contradictoires circulent, et aucun d'entre eux ne peut vraiment être vrai en même temps. La partie iranienne affirme avoir tiré sur 2 navires de guerre américains dans le golfe Persique et les avoir contraints à faire demi-tour. Le CENTCOM dit que non, ça ne s'est pas passé. Mais voici ce que le CENTCOM affirme s'être passé. Lui, des destroyers lance-missiles de la marine américaine, opère actuellement dans le golfe Arabique après avoir traversé le détroit d'Ormuz dans le cadre du Project Freedom. Et ça, c'est étrange en soi, parce qu'attendez, vous venez de nous dire que le Project Freedom n'implique pas d'escorte. Alors pourquoi avez-vous envoyé, soi-disant, 2 navires de guerre à travers le détroit dans le golfe Persique? Après avoir traversé le détroit, les forces américaines contribuent activement aux efforts pour rétablir le transit des navires commerciaux. Dans un premier temps, 2 navires marchands battant pavillon américain ont traversé le détroit d'Ormuz avec succès et se dirigent en toute sécurité vers leur destination. Je n'ai vu aucune confirmation indépendante de ça. Je n'ai vu aucune confirmation indépendante de ce que la partie iranienne a dit sur le fait d'avoir tiré sur 2 navires. Mais je vais vous dire une chose, militairement, ce serait très étrange, et pour le moins surprenant, d'envoyer 2 navires américains dans le détroit d'Ormuz sans aucun soutien, à moins que vous espériez qu'ils se fassent attaquer pour que la partie iranienne soit présentée comme les méchants et que nous ayons la légitimité pour agir. Je ne sais pas si quoi que ce soit de tout ça est vrai, et malheureusement, je ne peux prendre au pied de la lettre ni ce que dit la partie iranienne, ni ce que dit la partie américaine, parce que les deux ont montré qu'ils ont dit des choses qui se sont avérées fausses par la suite. Si c'est vrai, j'espère que ça ne l'est pas. J'espère que c'est de la désinformation. Parce que si c'est vrai, pourquoi risqueriez-vous des forces américaines pour aller là, dedans, et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire sortir 2 navires. Il y en a 2000 bloqués du côté gauche du détroit, alors que vont changer 2 navires. Et pourquoi risqueriez-vous 2 navires de guerre américains alors qu'il n'y en a qu'environ 16 ou 10 à 7 dans toute la région, hors porte-avions? C'est un pourcentage assez substantiel de la puissance de combat totale, et vous les envoyez là, dedans seuls. Ça n'aurait pas beaucoup de sens pour moi si on avait vraiment fait ça. Et franchement, si vous les utilisez juste comme appât à missile, en espérant qu'ils soient attaqués pour pouvoir reprendre les frappes, c'est ridicule et c'est une utilisation honteuse, pour ne pas dire frauduleuse, des militaires américains comme chair à canon. J'espère vraiment que ce n'est pas le cas. On va assurément continuer à suivre ça. Gary, surveillez ça aussi. S'il y a une confirmation indépendante qu'il y a eu des navires qui ont traversé, surtout 2 navires de guerre, regardons maintenant ce que dit la partie iranienne.
Pardon, une dernière chose sur la partie américaine. Barak Ravid rapporte également que des responsables américains ont indiqué que les règles d'engagement pour les forces américaines dans la région ont changé et qu'elles sont désormais autorisées à frapper les menaces immédiates envers les navires qui traversent le détroit, comme les embarcations rapides des gardiens de la révolution islamique, ou les positions de missiles iraniens. Donc il semble que certaines contraintes aient été levées, de sorte qu'en cas d'attaque, les États-Unis pourraient réintervenir par ce biais. Et voilà, je vois ici, les États-Unis annoncent des progrès dans la réouverture du détroit, indiquant que 2 navires marchands ont traversé. D'accord. Ça passe sur l'Associated Press, donc on voit que les grands médias commencent à relayer certaines de ces informations. Nous continuons à surveiller ça aussi pour voir s'il y a une confirmation indépendante. Mais encore une fois, je reviens au point central, je ne suis pas certain de ce que va changer le fait de faire passer 2 navires. Si ça s'avère exact, mais regardons maintenant ce que dit la partie iranienne. Il y a ce matin, rapporté depuis les données de trafic maritime, des enregistrements qui auraient été faits où les Iraniens disent « Attention à tous les navires, attention à tous les navires. Si vous entrez dans le détroit d'Ormuz sans autorisation de la République islamique d'Iran, vous serez ciblé et détruit. » Il y a aussi des rapports faisant état d'un navire supplémentaire ayant été attaqué durant la nuit. Je ne sais pas non plus si c'est vrai. Vous voyez, tant de ces informations sont contradictoires. Et nous n'avons jusqu'ici aucune confirmation indépendante. Mais ça vous montre la nature explosive de la situation. Je ne comprends tout simplement pas la logique, à moins qu'on essaye de provoquer quelque chose pour retourner aux opérations de combat. Ça n'a pas de sens. Si vous n'avez pas l'accord et une forme de négociation avec les Iraniens sur le détroit face à ces 2 blocus en opposition, je ne vois pas où vous pensez aller. Parce que vous pouvez risquer 2 navires américains, et si on prend au pied de la lettre qu'on a envoyée, 2 navires de guerre et fait passer 2 autres navires en toute sécurité, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez renvoyer vos 2 navires militaires là-dedans pour en faire passer 2 autres? Encore une fois, il y a 2000 navires bloqués. Ça va prendre beaucoup d'allers-retours, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut revenir à la situation pour au moins atténuer les dommages déjà subis. Il faut, aussi vite que possible, ramener l'économie mondiale à un niveau où environ 100 navires par jour traversent le détroit. On ne peut pas faire ça en naviguant avec 2 navires de guerre et en faisant passer 2 à la fois. C'est une goutte d'eau dans l'océan, pardonnez le jeu de mots, et sans l'accord iranien, chaque transit peut raviver le conflit. Donc si vous essayez vraiment de résoudre le problème, cette approche n'y parviendra pas. Logistiquement, c'est impossible. Et bien entendu, si vous allez dans l'autre sens et essayez de relancer la guerre, eh bien, vous pourriez aussi réussir ça en utilisant des soldats américains comme appât vivant. Mais la ligne du bas, ça ne va pas résoudre le problème. Et la partie iranienne, comme je l'ai dit, a publié cette carte où il semble très peu probable qu'après avoir fait ces déclarations et lancé cet avertissement, elle laisse simplement la marine américaine entrer et sortir du Golfe et ne rien faire. En fait, pour illustrer la confiance de la partie iranienne, tôt ce matin, lors d'une conférence de presse, on a demandé au porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bakai, pourquoi l'Iran n'abandonnait pas simplement et ne faisait pas ce que les Américains demandent. Il dit la même chose que précédemment. Ils reconnaissent maintenant qu'en prenant le contrôle du détroit d'Ormuz et en décidant qui est autorisé à passer, il dit non. Maintenant, nous sommes une superpuissance. Donc, encore une fois, il semble très peu probable que les États-Unis fassent ces menaces, envoient des navires là-dedans, et qu'après de telles déclarations et après avoir agi de la sorte, rappelez-vous, la raison pour laquelle il y a tant d'angoisse et que très peu ont essayé de forcer l'un ou l'autre des blocus, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de navires incendiés dans les premières phases de tout ça. Vous vous en souvenez ? La partie iranienne avait signalé « Non, nous ferons ça ». Ce n'est pas une menace en l'air,
et on vous transformera en bûcher flamboyant. Donc il ne semble pas raisonnable qu'après avoir établi ce précédent, l'Iran dise maintenant « Ouais, c'est bon, allez-y, faites ce que vous voulez ». Je ne pense donc pas qu'on soit dans une situation où ça va se régler rapidement. Et d'ailleurs, voici ce que rapporte l'agence de presse iranienne. Le porte-parole iranien, citant le ministre des Affaires étrangères Araghchi, dit que le passage ne sera pas autorisé pour les navires hostiles. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une voie de sortie pour Trump. Nous ne permettrons pas que le cycle de guerre, négociation. En traitant avec la nation iranienne, ils ne peuvent pas utiliser le langage de la menace et de la coercition. Le détroit d'Ormuz, jusqu'au 28 février, avait été une voie sûre et sécurisée pour le trafic maritime international. Sans aucun problème, la communauté internationale doit tenir les États-Unis et le régime sioniste pour responsables d'avoir imposé cette insécurité à cette voie maritime. Les armateurs, les propriétaires de navires et les compagnies maritimes savent bien que pour assurer leur sécurité, il est nécessaire de se coordonner avec les autorités compétentes de la République islamique d'Iran. Les questions qui ont été mentionnées dans les médias, comme l'enrichissement de l'uranium ou d'autres sujets, ne sont que de simples spéculations. À ce stade, nous ne discutons de rien d'autre que de la fin complète de la guerre. Donc si vous écoutez la partie iranienne, elle dit « Nous ne cédons sur rien. Nous sommes une superpuissance. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz et nous ne voulons de ces négociations sur rien de ce qui est à l'ordre du jour. » Et vous entendez encore et encore le président Trump dire que c'est une question d'armes nucléaires, qu'il ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Et voilà, il y a Fujairah aux Émirats arabes unis. Il semble donc bien qu'il se passe quelque chose. Nous continuons à surveiller ça pour vous. Mais la partie iranienne dit, regardez, nous avons des cartes à jouer et ce sont celles qui comptent vraiment. Et peu importe combien de nos navires vous avez éliminés, il en reste vraisemblablement des milliers. Ceux du type qui importent, ceux qui maintiennent le détroit fermé, sans parler des mines, des missiles, des drones et de tout ce qui peut également causer des dégâts. Je parle de drones navals et aériens qui peuvent maintenir ce détroit fermé s'ils le souhaitent. Et apparemment, ce sont des drones qui ont provoqué l'incendie à Fujairah. Ce n'étaient même pas des missiles balistiques, selon les rapports que nous avons reçus jusqu'ici. Voilà où en sont les Iraniens. Ils disent en substance ce que le président Trump a présenté comme son casus belli, tout doit aboutir à zéro arme nucléaire. Ils disent maintenant que ce n'est même plus sur la table. Mais rappelez-vous, le 26 février, 2 jours avant tout ça, lors de la dernière session de négociation avec les États-Unis, ils avaient alors dit, voilà, sur un plateau d'or, vous pouvez avoir les négociations que vous voulez sur le nucléaire, en premier, et ensuite nous ajouterons les missiles longue portée et nos alliés dans la région. C'est ce qui était sur la table à ce moment-là. Vous vous en souvenez? Eh bien, on aimerait bien revenir à ça parce que j'en doute fort qu'on le reverra un jour. C'était la dernière chance. Et maintenant, vous l'entendez dire, nous en avons assez de ce cycle de négociation, attaque, cessez-le-feu, attaque. On ne joue plus à ce jeu. Et maintenant, le sujet nucléaire n'est même plus sur la table. Ils disent, la seule chose qu'on va discuter, ce sont les conditions pour mettre fin à la guerre. Et ensuite, on retournera sûrement plus tard parler du sujet nucléaire. Bien entendu, mettre fin à la guerre signifie le faire selon des conditions qu'ils jugent acceptables, avec une forme de garantie de sécurité dont aucune ne sera acceptable pour les États-Unis. Donc nous avons cette situation, avec ce blocus double et précaire. Trump a passé le week-end à mettre en place quelque chose qui pourrait provoquer une étincelle et relancer les combats. Et maintenant, avec les frappes apparentes de l'Iran, on se demande si ça n'a pas déjà commencé. Nous verrons quel genre de réaction tout ça provoque. Mais du côté américain, laissez-moi vous montrer ce que Hassett a dit hier. C'était à la télévision américaine hier. Et dites-moi si ce qu'il dit et l'arrogance avec laquelle il parle reflètent, selon vous, la réalité de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Ce sont une économie qui est vraiment au bord d'une calamité extrême. Ils connaissent une hyperinflation. Ils commencent à connaître la faim.
la conclusion, c'est que la pression sur le grand peuple américain à cause de ces gens qui sont réellement déterminés à détruire les Américains et les Israéliens, avec leurs armes nucléaires, sont toujours au pouvoir. Les équipes des droits de l'homme de l'ONU sont sorties cette semaine pour condamner l'Iran parce qu'il tue des gens qui essaient de s'opposer à ce régime qui provoque assurément la famine et même la disette. Vous voyez, il a continué dans cette veine, et c'est dur à écouter, parce qu'il continue à agir comme si l'Iran avait tout déclenché. Ils ont fermé le détroit et maintiennent tous ces pays loin du pétrole sur le marché mondial, et c'est l'Iran qui affame son propre peuple. Nous avons un blocus contre eux, nous avons sapé leur monnaie, nous avons tenté de les saboter ouvertement, pas même secrètement, et bien entendu, il y a eu les 14 000 bombes qui ont frappé à travers le pays. Et il veut retourner la situation pour dire que c'est le régime iranien qui affame son propre peuple. Ça dépasse largement Orwell. Ça met George Orwell dans l'embarras tellement ça va au-delà, c'est totalement déconnecté de la réalité. J'aurais au moins un tout petit peu plus de respect pour le gouvernement s'il disait « Nous allons vous fermer ». Nous n'allons pas vous laisser avoir une arme nucléaire. Nous allons reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz et nous vous tuerons si vous n'obtempérez pas. Je détesterais ça. Ce serait faux. Je m'y opposerais. Mais au moins, j'aurais une petite mesure de respect au lieu de ces pauvres mots pathétiques derrière lesquels on prétend que nos propres actions ont en réalité été commises par l'autre camp. C'est tout simplement stupide. C'est honteux. Et croyez-moi, ce n'est pas juste moi. Les gens partout dans le monde voient ça. Je parle de nos alliés et de nos amis, ou de ceux qui sont des États neutres que nous cherchons à mettre de notre côté. Ils regardent tout ça avec mépris. Et ce n'est pas juste une question émotionnelle. Concrètement, ça signifie qu'il est de plus en plus difficile pour nous de conclure des accords, où que ce soit et sur quoi que ce soit, parce que qui peut faire confiance à la parole de l'Amérique? C'est un vrai problème ici. J'ai peur que ce soit tout ce qu'on a pour vous pour l'instant. Je dois partir, j'ai une autre émission ailleurs, mais croyez-moi, avec tout ce qui se passe, nous resterons à l'affût. Soyez sûrs de revenir. Nous serons de retour à 15h cet après-midi pour une mise à jour sur un certain nombre d'autres fronts liés à cette guerre. Et si quoi que ce soit se passe, surtout si les choses s'embrasent ou si nous avons des représailles, nous essaierons de revenir en ligne plus tôt si nous pouvons l'intégrer dans le planning. Gardez un œil sur tout ça, parce que nous aussi, on va y veiller. Merci à tous et à bientôt sur le Daniel Davis Deep Dive. Alors mes amis, vous venez de regarder cette vidéo de Daniel Davis et je dois vous dire, c'est l'une des analyses les plus honnêtes qu'on puisse trouver du côté américain. Davis n'est pas un propagandiste, c'est un ancien officier militaire américain qui connaît la réalité du terrain. Et quand même lui reconnaît que les États-Unis ne peuvent pas forcer militairement la réouverture du détroit d'Ormuz. Ça vous dit quelque chose sur la profondeur du changement de rapport de force qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Revenons à l'essentiel. Ce que nous avons vu dans cette vidéo, c'est la confirmation d'une chose que nous répétons depuis longtemps sur cette chaîne. L'Iran est désormais une puissance régionale de plein exercice qui a réussi à imposer sa volonté sur la scène internationale malgré 40 ans de sanctions, d'embargos et de pressions de toutes sortes. Et pour comprendre l'importance de ce moment, il faut le replacer dans une perspective historique longue. Revenons en 1953. C'est l'année du coup d'État contre le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh, orchestré par la CIA et le MI6 britannique. Mossadegh avait eu le courage de nationaliser le pétrole iranien, qui était alors contrôlé par la British Petroleum. Résultat, on l'a renversé et on a mis en place le Shah, un autocrate soutenu par Washington pendant 26 ans. C'est là que commence la défiance iranienne envers l'Occident. Pas en 1979 avec la révolution islamique. Non. Elle commence en 1953. Depuis lors, l'Iran a traversé des épreuves que peu de pays auraient pu supporter. La guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, dans laquelle l'Occident a soutenu Saddam Hussein, lui fournissant des armes chimiques utilisées contre des soldats iraniens,
et des civils kurdes. Plus d'1 million de morts de part et d'autre en 8 ans de conflit. Et pourtant, l'Iran a tenu, puis les décennies de sanctions économiques. Le gel des avoirs iraniens à l'étranger. Le sabotage de l'accord nucléaire de 2015 par Trump en 2010 à 8. L'assassinat de scientifiques nucléaires iraniens, dont certains abattus à Téhéran en plein jour. La cyberattaque Stuxnet, développée conjointement par les États-Unis et Israël pour saboter les centrifugeuses iraniennes. Et malgré tout ça, l'Iran a continué à développer son programme nucléaire, ses capacités balistiques et son réseau d'alliés dans toute la région. Ce que nous voyons aujourd'hui avec la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est l'aboutissement logique de 70 ans de résistance iranienne. Et quand le porte-parole iranien dit « nous sommes maintenant une superpuissance », ce n'est pas de la fanfaronnade, c'est une déclaration factuelle appuyée par les réalités du terrain. 20 et 1% du pétrole mondial transitent par le détroit d'Ormuz, environ 20 millions de barils par jour. Tout le pétrole de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, du Koweït, des Émirats Arabes Unis et du Qatar doit passer par là pour atteindre les marchés mondiaux. En frappant Fougera, l'Iran a montré qu'il contrôle également la seule route alternative. Et ça, mes amis, c'est un pouvoir de négociation extraordinaire. Parlons maintenant du Project Freedom de Trump, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et profondément troublantes. Davis lui-même l'a dit dans la vidéo, selon Barak Ravid d'Axios, l'objectif réel de cette opération était de pousser l'Iran à réagir pour que les États-Unis puissent dire « Regardez, c'est eux les méchants » et avoir ainsi la légitimité pour agir. Et ça rappelle quelque chose dans l'histoire, n'est-ce pas? Ça rappelle très fortement l'incident du golfe du Tonkin en août 1964. L'administration Johnson a affirmé que des navires nord-vietnamiens avaient attaqué des destroyers américains dans le golfe du Tonkin. Cet incident, dont on sait aujourd'hui qu'il était en grande partie fabriqué, ou du moins très exagéré, a servi de prétexte à une escalade massive au Vietnam. Résultat, plus de 58 000 soldats américains tués et plusieurs millions de Vietnamiens morts. Le Sénat américain lui-même a reconnu des décennies plus tard que les informations présentées au Congrès pour voter la résolution du golfe du Tonkin étaient trompeuses. Ou encore l'exemple de l'USS Maine en 1898, dont l'explosion au large de la Havane a été attribuée à l'Espagne, sans preuve réelle, déclenchant la guerre hispano-américaine et permettant aux États-Unis de s'emparer de Cuba, Porto Rico et des Philippines. Rappelons-nous du porte-avions USS Liberty en 1967, attaqué par des avions israéliens en pleine guerre des 6 jours et dont l'histoire a été étouffée pendant des décennies. Les provocations calculées ont une longue et sinistre histoire dans la politique étrangère américaine. Alors quand Davis dit qu'il espère que l'envoi de navires de guerre dans le détroit n'est pas de la désinformation et qu'il espère que les navires américains ne servent pas d'appât à missiles, on voit bien qu'il comprend le mécanisme. Et c'est précisément ce mécanisme que nous devons décrypter. Le Project Freedom n'est pas une opération humanitaire. Un projet humanitaire ne commence pas par envisager d'envoyer des navires de guerre pour ouvrir le détroit par la force, selon les termes mêmes de l'article d'Axios. Un projet humanitaire ne change pas les règles d'engagement pour permettre de frapper les positions de missiles iraniens. Ce sont des préparatifs de guerre enveloppés dans un emballage humanitaire. Et c'est là que réside toute la perversité de la stratégie communicationnelle américaine en ce moment. Comme l'a dit Davis dans la vidéo de manière très honnête, si l'Iran réagit à cette provocation, les États-Unis pourront dire exactement ce que leurs sources ont confié à Ravid. Ce sont eux les méchants. C'est le vieux jeu colonial. Et le monde entier, comme Davis le reconnaît lui-même, regarde ça avec mépris. Parlons d'assets. Parce que ce moment dans la vidéo est extraordinairement révélateur de la profondeur du fossé entre la narrative officielle américaine et la réalité des faits. Assad dit que l'Iran est au bord d'une calamité extrême, qu'il y a hyperinflation et que les gens commencent à souffrir de la faim. Et il présente ça comme la conséquence du régime iranien. Regardons les faits. Les États-Unis ont imposé à l'Iran des sanctions reconnues comme parmi les plus sévères jamais appliquées à un pays dans l'histoire moderne. Ils ont tenté, et parfois réussi, d'empêcher l'Iran de vendre son pétrole sur le marché mondial. Ils ont coupé l'Iran du système SWIFT, des transactions bancaires internationales. Ils ont gelé des dizaines de milliards de dollars d'avoirs iraniens à l'étranger. Ils ont menacé de sanctions secondaires toute entreprise qui commercerait avec l'Iran. Et maintenant,
un haut conseiller de la Maison-Blanche dit que c'est le gouvernement iranien qui est responsable de la souffrance de son peuple, c'est le monde à l'envers. Et c'est précisément ce que George Orwell décrivait dans son roman 1984 avec le concept du doublethink, la capacité à tenir simultanément deux croyances contradictoires et à les croire toutes les deux. Mais le monde multipolaire que nous voyons se construire, et auquel cette chaîne donne son nom, est précisément le monde dans lequel ce genre de narratif perd de son efficacité. Parce que de plus en plus de pays ont accès à des sources d'informations alternatives. Parce que la Russie, la Chine, l'Iran et des dizaines d'autres nations ont développé une forme de résistance au narratif dominant. L'Iran dispose depuis 2022 de la chaîne Presse TV, certes bloquée en Occident, mais accessible dans de nombreux pays du Sud global. Les BRICS disposent maintenant de leurs propres canaux de communication et d'agences de presse comme TASS en Russie ou Xinhua en Chine, qui offrent des perspectives radicalement différentes des narratifs anglo-américains. Maintenant, parlons de la Russie. Dans cette vidéo, on n'en parle pas directement, mais elle est partout en filigrane. La coopération russo-iranienne s'est considérablement approfondie depuis 2022 et le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. L'Iran a fourni à la Russie des drones Shahed qui ont été utilisés dans le conflit ukrainien. La Russie a en retour fourni à l'Iran des technologies militaires avancées et des systèmes de défense aérienne, notamment des éléments du système Stros-100, selon plusieurs sources. Mais au-delà du domaine militaire, la coopération économique russo-iranienne s'est également développée de manière spectaculaire. L'Iran et la Russie développent ensemble le corridor de transport nord-sud qui relie l'Inde à l'Europe via l'Iran et la Russie, en contournant le canal de Suez et les routes maritimes contrôlées par l'Occident. C'est un projet d'une portée géopolitique considérable qui pourrait, à terme, réorienter une part significative du commerce mondial en dehors des voies contrôlées par Washington. Il développe également des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner le dollar et le système SWIFT. Et il coordonne leurs positions dans des organisations comme l'OPEP+, et dans des forums multilatéraux comme l'Organisation de coopération de Shanghai. Ce que nous voyons dans le détroit d'Ormuz, c'est aussi la conséquence directe de ce renforcement de l'axe russo-iranien. L'Iran sait qu'il n'est pas seul. Il sait que la Russie et dans une certaine mesure, la Chine lui fournissent un parapluie diplomatique et économique. Et ce parapluie lui donne la capacité de tenir ferme face à la pression américaine. L'Iran a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai en 2023. Il a adhéré au BRICS Plus en 2024. Ces adhésions ne sont pas symboliques. Elles signifient que l'Iran a accès à des mécanismes de financement et de commerce qui lui permettent de survivre malgré les sanctions. Et revenons aux 48 dernières heures. La hausse des prix du pétrole consécutive à la fermeture du détroit et aux frappes sur Fujairah bénéficie directement à la Russie, dont les revenus pétroliers sont vitaux pour financer son économie. Ce n'est pas forcément le fruit d'une coordination directe entre Moscou et Téhéran, mais c'est incontestablement convergent. Les deux pays bénéficient de la même dynamique. Plus les prix du pétrole sont élevés, plus leurs économies sont solides et plus elles peuvent résister à la pression occidentale. C'est la logique des intérêts convergents dans un monde multipolaire. Parlons maintenant des négociations nucléaires. Davis rappelle dans sa vidéo que le 26 février, lors de la dernière session de négociation entre l'Iran et les États-Unis, l'Iran avait offert un accord sur un plateau d'or, d'abord les négociations nucléaires, puis les missiles longue portée, puis les proxys régionaux, un accord complet en plusieurs étapes, et puis quoi ? Les États-Unis ont répondu par des frappes, par le renforcement des sanctions, par l'envoi de navires de guerre dans le détroit, et maintenant le porte-parole iranien dit « Nous n'allons plus parler de nucléaire. La seule chose qu'on discute, c'est la fin complète de la guerre. » On peut comprendre cette évolution. Quand vous offrez un accord et que votre interlocuteur répond par des bombes, il est logique de reconsidérer vos termes. Et ici, l'analogie historique s'impose d'elle-même, les accords de Minsk en Ukraine. En 2015, l'Ukraine et la Russie avaient signé les accords de Minsk II qui prévoyaient un statut d'autonomie pour le Donbass. Ces accords n'ont jamais été appliqués par l'Ukraine avec la bénédiction tacite de l'Occident, comme l'ont révélé plus tard des dirigeants comme Angela Merkel et François Hollande. Merkel elle-même a admis, lors d'une interview accordée au journal Die Zeit en décembre 2022, que les accords de Minsk avaient été signés pour donner du temps à l'Ukraine de se renforcer militairement, et non dans l'intention de les respecter.
Ce témoignage explosif a provoqué une onde de choc diplomatique. L'Iran a sûrement tiré les leçons de cette expérience ukrainienne. Et il comprend que dans ce contexte, la signature d'un accord nucléaire ne protège pas nécessairement d'une reprise des hostilités. D'autant plus que Trump lui-même a déjà déchiré un accord nucléaire avec l'Iran en 2018. La parole américaine ne vaut rien dans ce contexte, et c'est une réalité que le reste du monde a bien intégrée. Premièrement, les frappes sur Fougera. Si elles se confirment, et les premières images semblent le corroborer, c'est un changement d'échelle significatif. L'Iran ne frappe plus seulement à l'intérieur du détroit, il frappe les infrastructures alternatives. Ce qui signifie qu'il ferme réellement toutes les voies d'exportation pétrolière des pays du Golfe qui ne se plient pas à ces conditions. La pression économique est considérable. On parle de milliards de dollars de pertes chaque jour pour les économies concernées. Deuxièmement, l'Iran a publié une carte formelle de son nouveau blocus. Cela n'est pas anodin. Ça signifie que l'Iran institutionnalise son contrôle du détroit. Il ne le présente plus comme une mesure temporaire ou de rétorsion, mais comme une réalité géopolitique permanente. Le détroit d'Ormuz ne reviendra pas aux conditions précédentes, a dit le ministre des Affaires étrangères. Et ça, c'est une phrase qui va résonner dans les capitales du monde entier. C'est une déclaration géopolitique majeure, de la même nature que lorsque la Russie a annoncé l'intégration de la Crimée en 2014. Un fait accompli présenté comme irréversible. Troisièmement, le fait que les États-Unis aient modifié leurs règles d'engagement pour autoriser des frappes contre les menaces immédiates aux navires en transit signifie qu'on est entré dans une phase beaucoup plus dangereuse. Auparavant, les troupes américaines avaient des instructions plus restrictives. Désormais, un commandant sur le terrain peut potentiellement déclencher une escalade majeure en répondant à ce qu'il perçoit comme une menace. Dans des situations comme celle-ci, les guerres peuvent commencer par une erreur de communication, une mauvaise interprétation d'une manœuvre adverse ou une décision prise dans l'urgence par un officier de rang moyen. C'est exactement ce qui s'est passé en juillet 1988, quand la frégate américaine USS Vincennes a abattu par erreur un avion de ligne iranien Iran Air, vol 655, tuant 290 personnes, dont 66 enfants. Le commandant de l'USS Vincennes, William Rogers III, a reçu une médaille après cet incident. L'Iran a considéré cela comme un acte de guerre délibéré. Cet épisode a profondément marqué la mémoire collective iranienne et explique, en partie, la méfiance viscérale de Téhéran envers Washington. Ce type d'accident peut se reproduire et dans le contexte actuel, les conséquences pourraient être catastrophiques à l'échelle régionale, voire mondiale. Mes amis, permettez-moi de conclure sur ce qui est l'enjeu fondamental de cette crise. Pas le pétrole, pas le nucléaire, pas même le détroit d'Ormuz en lui-même. L'enjeu fondamental, c'est la question de savoir si l'hégémonie américaine sur l'ordre mondial est encore viable ou si nous sommes définitivement entrés dans un monde multipolaire où différentes puissances ont la capacité de résister à la pression unilatérale de Washington. Et la réponse que cette crise apporte, de manière de plus en plus claire, c'est que oui, nous sommes entrés dans ce monde multipolaire. L'Iran le démontre. La Russie le démontre depuis 2022. La Chine le démontre dans ses relations commerciales et sa montée en puissance technologique, notamment avec le développement de puces électroniques avancées malgré les sanctions technologiques américaines. L'Inde le démontre en continuant à acheter du pétrole russe malgré les pressions occidentales. Un parallèle historique s'impose ici. Revenons à la crise de Suez de 1956. À l'époque, la France, la Grande-Bretagne et Israël avaient attaqué l'Égypte après que Nasser avait nationalisé le canal de Suez. Les États-Unis, oui, les États-Unis eux-mêmes avaient alors forcé les puissances coloniales à se retirer, sonnant le glas de l'impérialisme européen classique et marquant le début de l'hégémonie américaine au Moyen-Orient. Eh bien, aujourd'hui, c'est cette hégémonie américaine elle-même qui est remise en cause. Et par une ironie de l'histoire, c'est un pays que Washington a tenté d'écraser pendant des décennies, l'Iran, qui est en première ligne de cette remise en cause. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'humanité. Un monde multipolaire, dans lequel le droit international est respecté et dans lequel plusieurs puissances s'équilibrent mutuellement, est potentiellement plus stable qu'un monde unipolaire dans lequel une seule puissance peut décider d'envahir des pays, d'assassiner des dirigeants étrangers, de déchirer des accords internationaux et d'imposer des sanctions à sa guise sans aucune conséquence.
Cela dit, la transition entre ces deux ordres mondiaux est une période de risque maximum. Et c'est précisément dans cette période de transition que nous nous trouvons aujourd'hui. La crise du détroit d'Ormuz est à la fois un symptôme et un catalyseur de cette transition. Chaque frappe iranienne, chaque déclaration du CENTCOM, chaque tweet de Trump renforce ou affaiblit des positions qui vont structurer l'ordre mondial des décennies à venir. Ce que nous pouvons espérer, et c'est le vœu que nous formulons sur cette chaîne, c'est que les diplomates des deux côtés trouvent le chemin d'une désescalade avant que la logique de l'escalade militaire ne prenne le dessus. L'Iran a montré qu'il était prêt à négocier. Il l'a prouvé le 26 février en mettant sur la table un accord complet. La question est de savoir si les États-Unis sont capables de négocier avec un interlocuteur qu'ils ne peuvent plus traiter comme un État vassal. Et c'est là que réside, selon moi, le vrai défi. Pas militairement, pas économiquement, diplomatiquement. Est-ce que Washington est capable de reconnaître un interlocuteur égal? Est-ce que les États-Unis peuvent signer un accord et le respecter? L'histoire récente ne plaide pas en leur faveur. Accord de Paris sur le climat déchiré par Trump, accord de Vienne sur le nucléaire iranien déchiré par Trump, accord de l'OMC fragilisé par les tarifs douaniers unilatéraux. La question de la fiabilité de la parole américaine est au cœur de toutes les négociations actuelles. Une chose est sûre, le monde a changé. Et cette chaîne continuera à vous apporter les analyses les plus honnêtes et les plus documentées possibles pour vous aider à naviguer dans ce monde en mutation. Nous ne faisons pas de propagande. Nous décortiquons les faits, nous les confrontons à l'histoire et nous vous laissons tirer vos propres conclusions. Parce que c'est ça, un citoyen éclairé dans un monde multipolaire. Quelqu'un qui pense par lui-même, qui questionne les narratifs dominants et qui cherche à comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous, partagez-la autour de vous et activez la cloche. C'est comme ça que nous construisons ensemble une communauté qui pense librement et qui résiste aux simplifications des grands médias. À très bientôt sur Monde Multipolaire.